Le Nutri-Score aujourd'hui, je pense qu'il est largement dépassé. Il faut inventer autre chose. Mon opinion, c'est n'y faites pas attention. Mais par contre, apprenez vous-même à lire les étiquettes nutritionnelles. Peut-être que la mutualisation de la production agricole, c'est une des solutions. À Paris, le pouvoir d'achat des gens, il est beaucoup plus élevé qu'à la campagne. Bonjour, bienvenue dans cette émission C'est dans l'herbe. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Michel Cohen. Merci Jean-Michel. L'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger sur des sujets qui tournent autour de l'agriculture, de la nutrition aussi. Je crois que c'est un sujet qui te passionne. Et première question, c'est d'abord de te présenter pour nos partenaires, pour ceux qui vont nous écouter demain. Je suis médecin, je suis nutritionniste depuis toujours. Ça a toujours été mon métier depuis que j'ai commencé mes études. J'ai fait un certain nombre de choses. J'ai été connu spécifiquement d'abord pour ma vision sur les pertes de poids et l'amaigrissement. Ça commence sans savoir maigrir. Ensuite, j'ai été reconnu aussi pour mon exploration sur le monde de l'alimentation, pour avoir montré le premier les transformations qu'avaient subies les aliments et ce qu'était la nourriture moderne avec la façon de composer les aliments. Ça a donné lieu à des guides des aliments qui ont été des événements nationaux et internationaux. Et puis ensuite, j'ai créé un site de coaching qui s'appelle Savoir Maigrir, qui permettait aux gens d'apprendre à manger correctement, sainement, de perdre du poids en même temps. Et à l'époque, j'avais créé l'ancêtre du Nutri-Score qui s'appelait le curseur nutritionnel. Et donc, de fait, j'interviens dans la plupart des médias français au titre de mon expertise en nutrition. D'accord. Alors, j'ai déjà plein de questions et plein de sujets à évoquer, Vas-y. notamment le Nutri-Score, mais on va pas l'aborder tout de suite. Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est quoi ta vision de l'agriculture, telle qu'elle est aujourd'hui à l'instant T? Si on fait une photo de l'agriculture française, qu'est-ce que tu en penses? Je vais te dire la vérité, puisque il se trouve qu'on est propriétaire d'une ferme en Touraine, et donc on exploite des terres agricoles et qu'on vend donc du blé, du colza, du tournesol, etc. Et que je suis atterré par la difficulté d'arriver à fournir un revenu suffisant à des agriculteurs qui travaillent de 7 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir dans des moissonneuses batteuses pour finalement de temps en temps avoir encaissé des pertes uniquement parce que la variabilité du prix et la loi de l'offre et la demande fait que parfois ce sont des gens qui travaillent à perte, ce sont des gens qui adorent leur métier, qui sont des passionnés, qui sont un des rouages essentiels de l'alimentation des Français. Les gens s'en rendent pas compte. Mais s'ils arrêtaient de travailler du jour au lendemain, tout le monde serait en situation de famine. Donc tout ce que je peux faire pour les aider, en général, j'essaye de le faire. Je sais quelles contraintes ça pose entre du fait des circuits commerciaux. C'est-à-dire je vends le blé à la coopérative me donne un prix, elle le revend, ensuite on le vend à un industriel, l'industriel fabrique un produit, il va négocier le prix avec le distributeur négocie le prix et il va l'acheter au consommateur, et le consommateur, selon son pouvoir d'achat, il est plus ou moins accessible, quoi. Donc c'est une histoire compliquée, mais dans ce circuit, celui qui est le moins protégé, c'est l'agriculteur. Donc il faudrait changer les choses parce que les gens se rendent pas compte que la vie, ça commence par survivre, et survivre, c'est l'eau et la nourriture et l'air. Alors justement, tu évoques cette chaîne compliquée et Ouais. tu l'as très bien décrit de l'agriculteur jusqu'au consommateur, avec un consommateur qui a un pouvoir d'achat restreint, l'agriculteur qui veut vivre de son métier. Donc justement, pourquoi aujourd'hui finalement c'est l'agriculteur qui en subit un peu les causes, et d'où viennent les problèmes en fait? Quelles sont les causes Le problème, il vient du distributeur, c'est-à-dire que le distributeur veut un prix parce que le consommateur en veut un, donc il est obligé de serrer le prix de celui qui lui vend le produit, c'est-à-dire l'industriel. L'industriel, lui, il veut serrer le produit mais pas réduire sa marge, donc il va serrer le prix auprès de la coopérative. Et ben, la coopérative, elle veut garder sa marge, et donc le dindon de la farce, c'est l'agriculteur. Donc quel serait, alors on va pas évoquer forcément notre modèle tout de suite, mais quels seraient pour toi les
les solutions ou une solution pour sortir de... Bah, elle est simple, hein, comme ce qu'on fait. J'ai visité il y a longtemps Walmart, qui est quand même la plus grosse entreprise américaine. Et chez Walmart, on m'a expliqué que, par exemple, quand on achète, exemple différent, on achète des chaises à un fabricant. Chez Walmart, on défait la chaise, on évalue son prix de revient et on donne une marge de 10 à 20% au fabricant. Donc, on accepte que le fabricant gagne sa vie. Aujourd'hui, ça devrait être la même chose. Un agriculteur, il a un coût. Il doit donner son coût, son prix de revient, c'est facile à savoir, et il doit dire là-dessus, moi je veux une marge de 15%. Après, débrouillez-vous. Voilà. Mais ça, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Alors, je fais une petite parenthèse sur notre modèle. Nous, c'est exactement ce type d'approche qu'on a. Comme je pouvais le dire tout à l'heure, on part bien du producteur pour aller jusqu'au consommateur, même si l'idéal, il faut que le distributeur contractualise. Maintenant, notre modèle, je dirais, c'est 520 millions d'euros de chiffre d'affaires de produits labellisés en agriéthique, en commerce équitable français. C'est une goutte d'eau, en fait. Oui. Donc, comment on pourrait, ou comment changer les mentalités et comment on pourrait déployer un tel modèle, en fait? En fait, il faudrait arriver à fédérer tous les agriculteurs et à dire, nous ne vendrons qu'à tel prix. Et ensuite, il faut sensibiliser chacun des acteurs, la coopérative, l'industriel, le distributeur et le consommateur, à leur dire, les gars, si vous voulez une nourriture de qualité et si vous voulez pas crever la dalle un jour, vous êtes obligé de payer ce prix-là. Si vous n'acceptez pas de payer ce prix-là, soit vous achèterez des produits de moins bonne qualité, soit vous achèterez pas, ou alors vous irez à l'étranger acheter n'importe quoi. Donc, mais ça, je pense que ça relève des pouvoirs publics. Alors, ils le font pour plein de choses. On n'a pas le droit de vendre à perte. Pourquoi le producteur, pourquoi l'agriculteur, il vend à perte? Pourquoi un type, par exemple, qui élève des cochons dans le Nord, l'élevage porcin dans le Nord, les types vendent un prix du porc et puis ils se retrouvent avec un prix du porc inférieur à leur prix de revient dans les grandes surfaces. Pourquoi? Parce que la grande surface a été acheter le porc en Pologne ou ailleurs. Et donc elle l'a payé moins cher, donc elle achète pas le porc des gars du Nord, des gars de Bretagne, pardon, de Bretagne, pas du Nord. Voilà, ça c'est interdit. Ça devrait pas être possible. Donc il y a une préférence nationale déjà à créer. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a une prise de conscience à faire, quoi. C'est chaque chose a une valeur. Alors la difficulté, je ferai le lien avec la partie nutrition ou nutritionnelle. C'est que le conso, on dit souvent que le conso, quand il est, je dirais autour d'un repas, il est très sensible aux sujets environnementaux, au sujet de la rémunération du producteur. Et après, quand il est dans le point de vente, on va dire, dans la boulangerie, dans la grande surface, il regarde que son porte-monnaie. Donc, comment réussir à les embarquer, en fait, quoi? Ça, j'ai pas la solution. Je dirais qu'il faudrait modérer les marges de tout le monde, mais j'ai pas la solution. C'est la réalité. Tu as raison. C'est la réalité. Quand tu vois, par exemple, des MDD, j'ai été voir la dernière fois des MDD. Moi, je fais beaucoup de vidéos YouTube. Et donc, j'ai regardé le prix des asperges des MDD et le prix des asperges françaises qui étaient vendues en surgelé. Et en fait, il y avait une vraie différence de prix. Si j'ai une contraction de mon pouvoir d'achat, il y avait un écart. Donc, j'aurais pris celui qui valait 1 euro de moins. J'ai regardé vraiment les prix et j'aurais pris celui-là. Donc, en fait, c'est le pouvoir d'achat qui détermine tout. Et tant que le pouvoir d'achat, il sera faible, ce qui est le cas aujourd'hui pour les Français, ils iront acheter au moins cher pour se nourrir. Parce que quand on se nourrit, la priorité des priorités, c'est d'avoir de quoi manger. C'est pas tellement la qualité. Moi, je veux bien... Ça me fait toujours rigoler, les grands chefs à la télé. Écoutez, il faut privilégier le produit, acheter français, prenez du produit bio, etc. Ok, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a une réalité qui est la réalité du pouvoir économique. Après, c'est extrêmement difficile parce que d'un côté, on dit que finalement, le consommateur a pas les moyens. D'un côté, on veut préserver l'agriculteur sur le territoire. On sait bien que le nombre d'agriculteurs baisse drastiquement en Europe, mais aussi en France, et surtout en France.
On a une équation difficile. C'est d'un côté, on veut acheter alors, c'est ça, acheter français, bien rémunérer le producteur, mais on n'a pas le pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, le producteur est en train de disparaître. Donc Ah oui, il disparaît 2 fois. Il y a environ, je crois, je sais plus le chiffre exact, je crois qu'il y a 40 000 agriculteurs qui vont disparaître cette année pour cause de retraite. Donc on arrive à une situation. Alors, il y a peut-être des systèmes économiques à mettre en place parce que, par exemple, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que l'agriculteur, il cultive moins lui-même. Autrement dit, maintenant, il y a des entreprises qui arrivent et qui travaillent les terres pour d'autres. Peut-être que la mutualisation de la production agricole, c'est une des solutions qui permettra de vendre au prix de l'agriculteur, mais en ayant mutualisé, d'abaisser le prix. Oui, ça semble être une solution puisqu'il y a beaucoup de gens qui se retournent vers ça. Et est-ce que tu penses justement parce que tu disais, faut que tout le monde réduise ses marges, alors, ou qu'elles soient réparties différemment. Nous, on prône le fait que quand on discute du prix, faut que tout le monde soit autour de la table. Parce que tout à l'heure, tu disais, l'agriculteur discute avec sa COP, la COP avec le premier acheteur avec l'industriel avec la distributeur. À chaque fois, c'est du bipartite. Chacun fait sa mayonnaise dans son coin. Et après, on essaie de trouver un accord. Nous, ce qu'on prône, c'est que dès le départ, tout le monde soit autour de la table pour discuter justement du prix de la matière première. Que ce prix, les politiques en parlent beaucoup, soit sanctuarisé, protégé en fait. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, c'est intelligent, mais le problème, c'est qu'il y a une guerre entre les distributeurs. Et qu'il y a une certaine forme d'égoïsme. Quand on va réunir Leclerc, Casino, Auchan, Intermarché, Super U, tout ce qu'on veut, ces gens-là, ils veulent emporter leur part de marché. Donc ils vont essayer de tirer à la baisse. C'est le grand reproche qui a été fait à Leclerc régulièrement, en disant c'est vrai, vous aidez le consommateur parce que vous avez baissé le prix, mais en fait votre marge, vous la réduisez jamais. Vous réduisez la marge de toute la chaîne qui est avant vous. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une intervention des pouvoirs publics. Il devrait y avoir un prix minimal fixé pour la vente de l'agriculteur et après débrouillez-vous. Mais ça veut dire calculer votre prix de revient, donner un tableau de votre coût d'exploitation, les machines, votre temps de travail, les engrais, etc. Et dites-nous combien ça vous revient. Et après, de toute façon, on appliquera une marge. Donc ça veut dire que vous serez obligé de travailler à 10 ou 15%. Peut-être avec des tableaux dégressifs. Mais ça, c'est au ministère de l'Agriculture et au ministère de la Consommation de s'en occuper. C'est bien une initiative personnelle, mais je pense qu'elle a plus de chances d'aboutir si elle passe par les pouvoirs publics. Alors, autoritaires, en fait. Alors justement, là, depuis quelques années, on est rendu, je crois, à Egalim 3, justement, la volonté de demander aux collectivités, à la restauration hors domicile, d'acheter au moins 50% de produits durables et notamment équitable. Donc ça, c'est un bon message politique. Après, c'est pas totalement mis en application. Et pour avoir posé la question à des parlementaires là dernièrement, ils me disent finalement, on ne pourrait pas faire la même chose avec la grande distribution. C'est-à-dire qu'on pourrait pas imposer à la grande distribution d'acheter au moins 50% ou de référencer au moins 50% d'achats durables. C'est terrible ça quand même parce que finalement, ils font encore ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que autant on impose aux collectivités d'avoir un seuil minimum, autant les distributeurs, on ne peut pas leur imposer réglementairement d'acheter au moins 50% d'achats. Alors réglementairement, je sais pas, parce que moi je dis que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et la non prise de conscience des gens vis-à-vis de l'utilité des agriculteurs, elle est incroyable. Ah, ils les adorent, hein. Ils adorent voir les émissions de télé. On voit les agriculteurs dans un cadre romantique, avec des beaux arbres, de la belle herbe, mais c'est pas ça l'agriculture. Hein. L'agriculture, c'est quand il fait 30 degrés en été et qu'on transpire dans son camion, c'est dur. Quand il y a de la boue, faut y aller avec des bottes. C'est ça l'agriculture. C'est sale de temps en temps. C'est pas la représentation idyllique des émissions de télé. Donc, et c'est un peu la même chose avec l'affaire du bio. Je veux dire, moi, je suis d'accord. Hein, manger sain, alors, hein, qui peut s'opposer à ça? Le problème, c'est que les agriculteurs qui ont fait du bio et dont le coût d'exploitation s'est révélé beaucoup plus élevé que les autres, qui n'ont pas vendu leur récolte, alors ils ont arrêté le bio pour repasser au conventionnel. C'est ça. Simplement parce que leur production n'était pas achetée. Donc moi, je veux bien qu'on nous serine en permanence que le bio, il faut acheter bio, etc. Mais sauf que
si vous achetez bio, c'est plus cher. Faut pas raconter que c'est moins cher, c'est forcément plus cher puisque la production elle diminue. Quand vous faites du bio, vous diminuez la production. Donc les gens sont pas conscients de ça. Alors ils mettent des lois et ne prend pas tel phytosanitaire et prend celui-là, etc. Ils réduisent la production, donc le coût augmente. Donc il y a une espèce de vision complètement déconnectée de la nature des choses qui est vraiment stupéfiante. Un endormissement général. Alors après, par contre, j'ai un reproche à te faire quand on dit label agrééthique. On a l'impression que c'est la qualité, simplement. Alors, c'est une très bonne remarque. D'ailleurs, souvent, les labels sont liés à la qualité, qualité de la production, aux exigences de production, ou à la qualité, même le label rouge. Alors, il peut y avoir un débat sur le label rouge, mais qualité gustative, agrééthique, en effet, n'a pas un effet direct sur la qualité du produit. Ça, c'est sûr. Oui, nous, quand on parle d'agrééthique, en fait, c'est une bonne remarque, on parle de l'éthique des relations commerciales entre les acteurs. Nous, on est là vraiment pour faciliter, on est médiateur, on est là pour accompagner juridiquement les acteurs, pour que tout le monde respecte ses engagements de prix, de volume et de durée. Je peux te poser une question? Bien sûr, bien sûr. Ça Comment? Pourquoi tu as fait ça? Pour plusieurs raisons. Alors, déjà, moi, je viens du monde ce qu'on appelle dans notre jargon, du monde des cahiers des charges. Et comme on pouvait en parler tout à l'heure en off, les cahiers des charges, souvent, ils sont imposés aux agriculteurs. Donc, on explique aux agriculteurs comment travailler. Ça, j'ai toujours eu des difficultés avec ces cahiers des charges parce que je ne comprends pas comment on peut imposer à l'agriculteur sa manière de travailler. C'est lui qui est au quotidien, dans l'élevage, dans les champs, dans son tracteur, dans sa moissonneuse-batteuse. Donc, il connaît parfaitement les réalités de son exploitation. Donc, déjà, je pense qu'il fallait inverser le mouvement, c'est-à-dire partir de l'agriculteur pour qu'il puisse lui-même finalement identifier les bonnes pratiques environnementales à mettre en place, les bonnes variétés à utiliser. Donc il est maître de son métier. Alors bien sûr, il faut qu'il écoute aussi les tendances, mais pour moi, fallait qu'on reparte de l'agriculteur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pourquoi on a monté ça, c'est que 2009-2010, il y a ce système qu'on appelle le marché des céréales. Hein. Donc il y a Chicago, il y a Euronext à Paris qui dicte le prix des céréales dans le monde. Et les facteurs qui influencent ce prix sont multiples. Alors en ce moment, c'est la géopolitique. Là, ce matin, je lisais un article sur le prix du colza. Sur le prix du colza et finalement le prix de l'huile derrière. Et aujourd'hui, les annonces de Trump qui changent tous les jours, en disant je taxe plus, je taxe plus, le marché du colza, il fait ça. En fonction des annonces de Trump, le marché du colza, il augmente, il baisse, il augmente, il baisse. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pourquoi on a monté ce label agrééthique? C'est justement pour sortir de ce flou artistique où finalement le prix n'est pas maîtrisé par l'agriculteur. Donc en fait, pourquoi j'ai monté ce label, c'est pour redonner, et je l'assume complètement, du pouvoir à l'agriculteur. En fait, du pouvoir d'agir sur son exploitation d'un point de vue environnemental, du pouvoir d'agir sur son prix, et il y a un autre pouvoir où on est complètement nul dans l'agriculture, c'est la communication. On parlait de sensibilisation du consommateur. Et d'ailleurs, moi, quand je parle, j'ai l'impression d'être trop technique déjà, de perdre tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnalités comme toi pour véhiculer un autre message de l'agriculture. Et je pense que nous, techniciens, nous, agriculteurs, alors je suis pas agriculteur, mais mes patrons, ce sont des agriculteurs, on rencontre les pires difficultés pour expliquer notre métier. Mais est-ce que c'est écrit sur les emballages agro? C'est écrit oui, sur oui, agrééthique. C'est écrit en facing des emballages. On pourrait déjà demander à tout le monde d'acheter au moins 1 ou 2 fois par semaine un produit comme ça. Ça serait bien. C'est un beau message
Ça serait bien. Après, le logo, il est tout petit sur l'emballage, mais il est quand même visible. Derrière, l'industriel ou même le boulanger peut expliquer en quoi ça consiste. Maintenant, c'est pas simple. Ce que je viens d'expliquer, là, tu me demandes pourquoi tu as monté ça. C'est pas simple, en fait. Alors, ceci dit, tu me donnes plein d'idées dans l'échange. Je me dis, mais ce que je viens d'expliquer sur le colza, c'est tellement parlant en disant que Trump dicte le prix du colza. Si on fait le raccourci, c'est exact. Le prix de l'huile qui va se retrouver dans notre alimentation. C'est lui qui dicte ça aujourd'hui. C'est lui qui dicte ça. Et en disant ça au consommateur, il peut comprendre que si on parle de boycotter. Alors, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais boycotter les produits américains. Déjà, si on boycotte les produits dont le prix est fixé par le marché, ben on enlève du pouvoir à Trump, on enlève du pouvoir à Poutine, parce que eux, ce sont la matière première et un outil, une autre manière de faire la guerre. C'est une guerre commerciale, mais c'est une autre manière de faire la guerre. Et eux, ils ont le pouvoir d'agir sur le prix des matières premières et dire, bah toi, t'as le droit de manger, toi, t'as pas le droit de manger. C'est un peu ça quand même, parce que les pays qui sont, encore plus en difficulté que nous, quand le prix de la matière première explose, ils ont même pas la capacité à s'acheter du riz, du blé, de la farine, etc. Donc, je pense que le message, c'est intéressant parce que ça me donne des idées. Boycotter les produits américains, oui, mais le mieux, c'est de boycotter les prix dont les matières premières sont fixées par le marché. Ouais, c'est compliqué à faire. Hein. Ben, c'est compliqué, mais en fait, c'est possible, mais c'est compliqué. C'est possible. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tous les acteurs industriels et même les agriculteurs sont formatés par ce qu'on appelle le marché à terme, et ils fonctionnent comme ça. Qu'est-ce que ça donne en termes d'évolution? Ça veut dire, est-ce que les gens sont tentés d'acheter le produit ou tu trouves que, par exemple, c'est moins bon qu'avant ou c'est mieux qu'avant ou c'est pareil qu'avant quand tu mets le logo Agriatic? En fait, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément un bénéfice direct. Comment dire? Le cahier des charges n'impose pas d'exigences variables. Non, mais ce que je veux dire, le consommateur, est-ce qu'il est sensible à ce label? Oui, à partir du moment où on lui a expliqué, en fait. Le problème, c'est qu'il faut faire de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est un temps long. C'est pas du marketing, c'est du temps long, d'où la nécessité de nos échanges. Combien de marques utilisent le label? Une quarantaine, 45 marques. Alors, il y a des marques nationales. Hein. Là, par exemple, 100% de la filière canard de la Berry, 100% du canard, est engagé en commerce équitable. Alors, tu vas me dire, là, on est sur du nutritionnel, mais je parlais de la pomme de terre. Alors, je sais bien que d'un point de vue nutritionnel, d'ailleurs, il est très vigilant, le patron. Il dit toujours, mangez des chips, mais pas tout le temps. C'est Bretz, qui est un acteur français de la chips. Donc, 100% de sa pomme de terre qui constitue les paquets de chips Bretz sont engagés en commerce équitable. D'accord. On n'a pas encore fait l'huile. L'huile de la pomme de terre n'est pas encore. Et le prix, la variation du prix, tu connais un pourcentage de variation du prix? Alors, le prix, il est uniquement connecté aux variations de charge de l'agriculteur. D'accord, mais est-ce que par rapport à d'autres produits, quelle est l'augmentation? Mais il n'y a pas et en fait, il n'est pas forcément plus cher. C'est-à-dire que, alors, je prends souvent la baguette comme référence. Le coût du label pour le consommateur dans une baguette, c'est 1/4 de centime d'euro. D'accord? Donc c'est même pas perceptible par le consommateur. Par contre, le prix de la baguette, il va pas varier en fonction des marchés. Souvent le boulanger, c'est comme ça, il fait varier le prix de sa baguette en fonction du marché. Là, un boulanger agritique, il ne peut pas faire varier le prix de sa baguette en fonction des marchés parce que lui, il est connecté au coût du blé. Par exemple, là, on est donc récolte 2024. Bah, la baguette que vous achetez à Agriatic, elle est connectée au prix du blé 2024. Elle n'est pas connectée au prix du marché actuel. Bien sûr. Donc en fait, le consommateur, quand le prix est trop haut, il va pas subir d'inflation. Quand c'est le boulanger qui devient pénalisé. Non. Le boulanger, lui, il vend, comme il a acheté sa matière première à ce prix-là, il fixe sa marge, elle change pas en fait. D'accord. Elle change pas. Mais par contre,
vis-à-vis de son consommateur, il ne doit pas, normalement, faire évoluer le prix de sa baguette en fonction du marché, parce qu'il n'est pas connecté au marché. Ça, c'est important. Est-ce que les pouvoirs publics te soutiennent? C'est un travail énorme, ce qu'on appelle chez nous le plaidoyer. Et je vais être honnête, c'était pas ma tasse de thé au départ d'aller voir les parlementaires. Aujourd'hui, on commence à faire ce travail de longue haleine avec les parlementaires. Je vais en citer quelques-uns qu'on a vus dernièrement. Je pense à Julien Dive, à Richard Ramos, à Alexis Isard, à Laure Babot, qui sont plutôt affûtés sur le sujet du prix et de la rémunération et de la transition. Donc eux commencent à comprendre notre modèle, à reconnaître notre modèle et à parler de notre modèle. Mais clairement, on est encore au balbutiement, c'est-à-dire que, alors même si là, dans le cadre de la loi Egalim, là, il y a une évolution en cours, ils nous ont sollicité pour avoir notre retour d'expérience et pouvoir s'inspirer de notre retour d'expérience pour faire évoluer la loi. Donc ça devient intéressant. Mais on a encore un très gros travail à faire, de plaidoyer politique. Ok. Alors moi, je veux faire le lien. Est-ce qu'il y a un lien possible à faire entre justement ce volet économique, ce volet prix et le volet nutrition? Je sais que c'est un sujet qui t'anime. Moi, ça m'intéresserait énormément d'avoir ton point de vue. C'est-à-dire que finalement, tu disais que le consommateur, quand il va dans le point de vente, on va dire, on va pas citer forcément un point de vente, bien sûr, son pouvoir d'achat est important. On dit souvent moins manger entre guillemets, moins manger et mieux manger. Oui. Et justement, est-ce que ce facteur nutritionnel ne peut pas être un élément de différenciation? C'est-à-dire que l'un aide l'autre, c'est-à-dire que oui, le prix, le juste prix pour le producteur est important. Et ce que je disais, en effet, ce que j'ai pas expliqué, c'est que à partir du moment où il est bien payé, le producteur va mieux travailler. Ça, c'est une évidence. Il va être motivé, il va faire attention à sa terre, à son environnement, à la qualité de l'aspect variétal, etc., à la biodiversité. Donc, pour moi, ça peut avoir un impact sur l'aspect nutritionnel. Mais à la fois, je veux dire, comment faire le lien entre les deux, en fait? Comment faire le lien entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien possible? Il y a deux attitudes quand on va s'acheter à manger. La première attitude, c'est de se dire j'ai envie de manger ça. Et peu importe le prix que je paye, ou alors je vais payer un certain prix et si je trouve moins cher, j'achèterai moins cher, mais je veux manger ça. Et il y a la deuxième attitude qui dit combien j'ai d'argent à dépenser pour manger. Et en fait, je vais pas manger ceux que j'avais en tête, mais je vais acheter autrement des produits avec le prix, avec l'argent dont je dispose, mais en faisant attention à mon type d'achat. On peut faire les deux. Quand on a eu, en période de l'année dernière, on a tous parlé beaucoup, enfin on a été quelques-uns à parler de comment faire pour manger à moins cher. Alors on a donné des recommandations. Vous allez acheter des œufs, des boîtes de conserve, du surgelé, etc., etc. Et donc à la limite, là, on peut très bien faire ce choix-là et acheter un produit agri-éthique en se disant, ben voilà, je vais pas manger du saumon fumé et de la mozzarella di bufala di campana, mais je vais manger à la place du saumon fumé un produit moins cher, de la truite, enfin encore que ce soit pas beaucoup moins cher, mais je sais pas, n'importe quel autre poisson. Et puis au lieu de manger de la mozzarella di bufala di campana, je vais aller m'acheter, je sais pas moi, de la cancoyote ou un fromage crémeux. Mais je vais guider mon achat en fonction de mon sens, comment je dirais, de mon sens de citoyen. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Malheureusement, on vit dans une société de consommation où le désir l'emporte sur beaucoup de choses, et notamment sur le besoin. Ça veut dire que c'est ce qui explique que je vais aller acheter un tacos, par exemple, parce que je désire manger un tacos, même si le produit est pas très bon. Voilà, c'est le désir. Donc, il y a toute une chaîne de responsabilité vis-à-vis de la nourriture. Et ça passe par l'éducation alimentaire. C'est un truc pour lequel je plaide depuis des années, en disant que on devrait faire de l'éducation alimentaire. Donc, voilà, comment guider le consommateur, c'est ça. C'est un problème de conscience et de citoyenneté. Bon, est-ce que le pays, il est dans cet état à l'heure actuelle? Je vais pas parler de politique et de politique sociale. Je crois pas à l'heure actuelle.
Je pense que c'est une opération de sensibilisation pour faire comprendre aux gens, surtout dans un moment politique dans lequel on est, où on a compris que il fallait arriver à l'autosuffisance. Pour arriver à l'autosuffisance, faut aller favoriser le travail des autres. Le jour où il va y avoir des agriculteurs qui vont disparaître, on va bien rigoler, hein. Ça veut dire quand on dira aux gens non, on peut plus acheter autant de blé qu'avant, autant d'œufs qu'avant, parce qu'il y a plus de production. Ils vont peut-être réfléchir à deux fois en se disant finalement ce métier-là, il était peut-être plus important que le vendeur que la série que j'achète à 12 € par balle par mois chez Netflix. Donc je pense qu'il y a un retour à la réalité qui est en train d'arriver avec les conditions politiques dans lesquelles on va vivre. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un concept d'ailleurs, je pense à ça, c'est pour rejoindre un concept qui s'appelle One Health, donc santé des hommes, santé des animaux, santé de l'environnement. Alors moi je dis souvent d'abord santé économique. Alors je joue un peu sur les mots. Oui, mais les gens sont super déconnectés. Je veux dire, moi je vis dans un milieu urbain, donc je suis un Parisien. Donc à Paris, le pouvoir d'achat des gens il est beaucoup plus élevé qu'à la campagne. À la campagne, il y a beaucoup de gens qui vivent avec 800 ou 900 € par mois. On raconte que pour vivre à Paris, il faut 3000 € minimum. Donc après, moi, je veux bien qu'on nous fasse la morale en nous disant choisissez le produit, achetez bio, etc. Mais ça concerne un tout petit panel des gens. La France, c'est pas les grandes villes. La France, c'est le reste de la France. Et ceux-là, d'ailleurs, ils ont un sens citoyen beaucoup plus élevé que les autres. Après, il y a un autre système, c'est développer, mais vraiment à grande échelle, cette notion de producteur-consommateur. Ça veut dire arrêter de passer par toutes ces étapes, quoi. C'est arrêter d'acheter du produit transformé, cuisiner vos pommes de terre, votre viande, vos carottes, et quand vous faites un bœuf bourguignon mironton, et puis développer ces magasins de producteurs. C'est ça qu'il faudrait faire, mais là, faudrait s'en occuper et créer ça à grande échelle avec des systèmes de distribution. Il y a eu des gens dans le passé qui distribuaient de la nourriture surgelée dans toute la France avec des camionnettes. Les mêmes personnes, il suffit de mettre un système de convoyage qui permette d'amener du producteur au consommateur. Ça se fait déjà, mais c'est pas encore assez développé. Et là, on pourrait valoriser l'agriculteur et aider le consommateur. Alors ça se fait au détriment, bien sûr, de la distribution et de l'industrie, mais bon, si c'est le moyen, c'est le moyen. Mais tu penses que ça peut être c'est pas ça qui va permettre de nourrir toute la population? En tout cas, tu penses que réellement qu'on pourrait... Quand il y a eu des guerres, comment faisaient les gens pendant la guerre 39-40, là, 45 tous les Parisiens, ils prenaient leur vélo ou leur bagnole s'ils en avaient, et ils allaient acheter chez les agriculteurs du coin. Mais s'il y avait un système de convoyage qui était fait, pardon, mais les pommes chez les grossistes, elles sont conservées 3 à 6 mois. Des camionnettes réfrigérées qui se baladeraient dans toute la France, c'est possible. Hein. Faudrait simplement avoir l'idée de le mettre en œuvre et mettre les moyens. Donc ça veut dire qu'il faut un financement, mais ça serait possible. Alors on va dire que oui, on va casser des circuits économiques, mais on pourrait. Non, pas forcément. Je pense pas. Mais ça pourrait être spécifiquement agriétique. Hein. Ouais. Pourquoi ce serait pas agriétique qui ferait ça? Nous, on a nos camionnettes agriétiques. Moi, j'achèterais. Le mec qui me dit, moi, je t'amène de la farine ou des légumes agriétiques et tu mets une voiture congelée, tu me livreras une fois par mois ça. Moi, je prends. Alors, je pense que les consommateurs... je te lance une idée comme ça. Oui, tout à fait. Après, on voit bien que c'est... la preuve, on parlait des collectivités, des cantines, etc. Même les cantines ont les plus grosses difficultés à s'approvisionner avec des produits de saison, des produits locaux, de proximité, pour des raisons, je suis d'accord, de lourdeur administrative. Ça m'a toujours fait rigoler. Non, mais on fait dans les cantines, une fois par semaine, on mange bio. Oui. Ok. Ça change quoi à votre vie? 4 fois par semaine, vous mangez pas bio. Donc, en quoi ça change votre vie? Par contre, vous dépensez de l'argent. Pourquoi? Ça intéresse personne et surtout pas les gosses. Donc, en fait, il y a cette difficulté je pense qu'il y a des lourdeurs administratives, ça c'est sûr, parce que l'agriculteur a besoin de remplir je sais pas combien de dossiers avant de pouvoir livrer la cantine. Ça, c'est compliqué pour lui de gérer cette paperasse. Et d'un autre côté, ce que rencontrent comme difficulté les cantines, en effet, c'est de dire, d'un point de vue logistique, c'est compliqué. Les cantines, elles fonctionnent. Les cantines, elles ont un volume d'achat. Il y a un intendant. Ils sont obligés de passer par
le fournisseur qui leur est attitré, ils commandent et voilà, et c'est tout. Donc ils n'ont pas de marge de manœuvre, sauf dans certaines cantines, quand c'est pas en délégation de service public, où le cuisinier, moi j'en ai rencontré quelques-uns, il y en a, qui font leurs achats le matin, ils vont au marché. Oui, Et c'est ils vrai. achètent en fonction du prix et ils cuisinent en fonction du prix. Voilà, donc ils peuvent acheter agréétique s'ils veulent. Ouais. C'est une opération de sensibilisation. Donc ça passe probablement par la publicité. C'est un coût. C'est un coût. C'est un coût. La pédagogie, c'est un coût. C'est un coût. Ouais. Comment la publicité, la promotion, c'est des coûts énormes que nous on peut pas se payer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on utilise cette voie aussi de l'échange, du débat, pour toucher d'autres cibles qui nous permettraient de mieux faire connaître. Alors t'as qu'à faire des Instagram à tous tes agriculteurs et tu les diffuses à longueur d'année. C'est vrai. C'est vrai. Ça marche très bien. On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. On essaie d'avoir des ambassadeurs agriculteurs pour véhiculer, faire connaître la marque et l'expliquer. Tout à fait, et faire connaître le label. C'est un beau challenge. C'est un beau challenge, en effet. Tu disais que tu avais construit l'ancêtre du Nutri-Score, ça m'intéresse énormément. Ouais. Que tu nous en parles un peu, et ensuite qu'on ouvre au... Et là, je me tire une balle dans le pied, mais c'est pas grave. Trop de labels, trop de logos, trop de démarches, les consos sont paumés, quoi. La question classique. Alors, le Nutri-Score, il y a 15 ans de ça ou 20 ans de ça, on est parti sur l'idée qu'il fallait éduquer le consommateur à comprendre le produit. Ça partait de chez nous, chez moi, où j'avais montré la différence entre un produit MDD, un produit premier prix, un produit de marque, où on tripotait les ingrédients pour arriver à faire baisser un prix, et où le consommateur, il n'avait pas de repère en dehors d'une étiquette nutritionnelle trop compliquée pour lui. Donc, les Anglais avaient inventé le système des feux rouges. Rouge, orange, vert, et tout le monde trouvait ça trop stigmatisant. Et en particulier les industriels qui disaient si mon produit est rouge, c'est mort, ils vont pas l'acheter. On avait donc bâti avec mon ami Patrick Serog un système qui s'appelait le curseur nutritionnel, où on avait, pareil que le Nutri-Score, 5 évolutions sur une barrette, et nous on mettait un curseur, mais on mettait un curseur simplement, on mettait pas des lettres, parce que les lettres c'est comme les feux rouges. Et on n'était pas d'accord pour le faire sur l'ensemble de la nourriture, on a été d'accord pour le faire par catégorie de produits. Autrement dit, j'ai le droit de manger un produit qui est classé moins bien, si en échange j'ai pris un produit qui est classé bien. C'est ça le sens de la nourriture. Je peux très bien manger des rillettes très grasses. Si je mange un poisson bouilli avec des légumes après et une pomme, j'ai fait un repas équilibré. Donc ce curseur nutritionnel, donc il était catégorie de produit par catégorie de produit, avec des colorations évolutives pour faire comprendre, pour créer une suggestion, mais pas plus que ça pour pas stigmatiser la nourriture. À l'époque, on plongeait dedans beaucoup de gens. Casino tout entier, Danone, Picard, William Saurin. Beaucoup de gens ont adopté ce système. Et l'ANIA, donc l'association des industriels de l'agroalimentaire, était vent debout contre nous, en disant vous allez nous empêcher de vendre. Et donc, mais nous on était dans un domaine privé, et donc ils ont arrêté. Ensuite, il y a des gens qui se sont dit au fond l'idée de Serog et de Cohen, elle est vachement bonne, mais nous au lieu de faire en système privé, on va le faire avec les pouvoirs publics. Donc ils ont repris exactement la méthodologie du curseur nutritionnel, et sauf qu'ils ont commis la faute de le faire sur l'ensemble de la nourriture. J'ai eu beau leur dire que personne se trompait sur le fait que les brocolis étaient mieux classés que la pizza 4 fromages. Non, ils ont tenu à faire ça, mais c'était aussi parce qu'ils avaient obligation de se différencier de nous, sinon c'était de la pure copie. Donc le système, je le connais par cœur, c'est des paramétrages en fonction des critères du moment, etc. Le problème du Nutri-Score, il y en a deux. Un, mes amis et mes collègues de ce Nutri-Score sont ce que j'appelle imbibés de leur métier. Donc ils n'ont pas la relation avec le monde économique et le monde agricole. Donc ça veut dire que eux, ils jugent que sur des critères nutritionnels. Donc plus ça va, plus ils durcissent les choses. Et le danger de cette opération, c'est que plus tu durcis, plus tu normes la nourriture. Si tu dis, tu seras mal classé si tu as mis trop de graisse, bon, les mecs vont mettre moins de graisse. Et au bout d'un moment, on se retrouvera figé
avec une nourriture qui est obligée d'avoir les mêmes contraintes. Donc il y aura plus de créativité dans la nourriture, et en même temps on va normer totalement la nourriture, et on va donc normer également les circuits d'achat. La seule expérience de normatisation de la nourriture qui a été faite, ça a été en Roumanie, par Ceausescu, en 82, ce qui a conduit à une famine globale. Parce que, oui, on ne pouvait acheter que ce qu'on pouvait acheter pour faire ce qu'on devait faire. Or, mes amis sont des ayatollahs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette vision élargie, ils ont la vision de la nutrition. Donc, si je mange moins d'acides gras saturés, moins de sucre, moins de machin, etc., la bouffe sera dégueulasse, mais je donnerai une bonne note. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il y a quand même une relativité dans la notation. Quand on est proche d'une barrière, doit-on mettre une lettre ou une autre lettre? Ce qui conduit à des aberrations. Donc, on avait des produits absurdes. On avait un paquet de bonbons qui était bien classé et un paquet de beurre qui l'était mal. Enfin, donc on a des absurdités. Donc, en fait, troisième problème, le Nutri-Score a rendu seulement une partie de la population obsessionnelle. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il ne faut manger que A. Donc, ouais, mais c'est pas comme ça la vie. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un système qui a été dévoyé, qui va devenir un système marketing pour une partie d'entre eux. Et comme il est facultatif, et ils ont raison de le rendre facultatif, ceux qui fabriquent un produit, les pâtes à tartiner au chocolat, ne l'affichent pas. Mais par contre, le mec qui vend de la crevette, il va l'afficher, donc ça a plus de sens. Donc le Nutri-Score aujourd'hui, je pense qu'il est largement dépassé. Il faut inventer autre chose. Voilà. Donc mon opinion, c'est n'y faites pas attention. Mais par contre, apprenez vous-même à lire les étiquettes nutritionnelles. C'est pas si compliqué que ça, et vous ferez mieux votre choix. Ça, c'est la première réponse à ta première question. C'est passionnant parce que alors j'imagine que tu t'es déjà exprimé sur le sujet Oui. dans le passé. Mais moi, je n'avais pas ce regard-là. Personne ne sait que le curseur nutritionnel est le père du Nutri-Score, et personne ne sait que le Nutri-Score a, entre parenthèses, c'est inspiré, plus qu'inspiré pour être très modéré, du curseur nutritionnel, ce qui aurait pu valoir des procédures même. Non, c'est vraiment intéressant. Alors ma deuxième question, dans la continuité des systèmes de notation, d'évaluation, de label, les logos. La question classique, on me la pose à chaque fois, donc je me permets de te la poser. Le logo, ça reste quand même un outil marketing. Alors le logo, il a une valeur dans la mesure où il est très encadré. Ça veut dire, c'est vrai que pour avoir le droit de mettre un logo, il faut satisfaire un ensemble de recommandations qui est quand même très surveillé par les autorités. Donc, il a une valeur. Mais il est devenu un outil marketing. Label Rouge est le logo le plus connu. Elle signale un indice de qualité du produit. C'est pas inexact. Elle permet de majorer le prix. Voilà. Donc, c'est une réalité. Il y a les logos utiles, puis des logos. Alors, le logo biologique. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le logo européen. Il y a le logo français. Il y a le logo qui triche. Celui qui met du verre et une feuille sur Stevia est un excellent exemple de comment dévoyer la notion de bio. Stevia joue sur la plante. Stevia, alors qu'en fait leur produit c'est du ribodoside. C'est un produit qui est extrait du stevia, donc molécule chimique, tout comme le sucralose ou l'aspartame. Donc voilà, le logo ça a une valeur, c'est un outil de riche. Je vais acheter un poulet Label Rouge parce que on m'a dit que ce poulet-là était meilleur. Voilà. C'est un outil de riche et on paye deux choses. On paye la qualité, oui, mais on paye le logo aussi. Parce que le logo n'est pas gratuit. Quand tu dis outil de riche, tu parles du logo Label Rouge ou des logos en général? Des logos en général. Il y a un prix au logo. Ouais. C'est comme élu produit de l'année. Oui. Enfin, pour qui connaît la méthodologie d'élu produit de l'année, bon, on voit bien que c'est un outil marketing, quoi. Je veux dire, le mec fait son taf, hein, mais on voit très bien que si certaines marques n'ont pas voulu jouer le jeu, elles n'ont pas été sélectionnées, donc le produit de l'année, il est le produit de l'année de ceux qui ont bien accepté de jouer dans le cadre du produit de l'année. Donc ça, c'est les logos, c'est des logos, mais c'est pas des logos publics, ça. C'est des logos privés. Donc après, on est dans le marketing, c'est pas critiquable. Après, ça m'embête un peu, mais je me permets de le dire, quand tu dis outil riche, parce que nous, on a surtout la volonté
d'être sur des produits accessibles du quotidien, du petit déjeuner au dîner, quoi. Ah ouais, c'est Et- pas et parce que c'est accessible, c'est pas riche, mais tu le fais Ouais. payer combien, le logo? Parce que je te disais, un quart C'est de gratuit. centime, un quart de centime d'euro dans une baguette. Mais ça induit pas une valeur, mais Ah, mais après, ce que je disais, le boulanger, il vend pas plus cher sa baguette, en fait. c'est pas pareil de te dire, je veux pas te défendre parce qu'on est tous les Non, deux. non, non, mais il y a C'est pas pas de souci. pareil de dire un produit il est bon parce qu'il a été répercuté bon que d'avoir une vision citoyenne du produit en disant vous allez payer le logo à un quart de centime parce que vous savez qu'on a aidé le producteur. Ouais. C'est la même chose que le mec à la sortie du supermarché où on te dit si vous êtes pour défendre les femmes, tapez oui et donnez 1 euro. On est dans une démarche citoyenne. Donc c'est pas la même chose. Donc je te critique pas de faire ça. D'accord. Ok. Maintenant, si tu gagnes beaucoup d'argent, il faut le donner au producteur. Ah ben, nous on gagne, justement, on gagne pas d'argent. Aujourd'hui, quand tu vends 500 euros de produits labellisés Agritic, il y a 1 euro qui revient à Ça va. Agritic pour communiquer. Vous êtes pas gourmand, ça va. On est 6 personnes dans l'équipe. Non, mais ça va. Voilà, donc c'est très réduit. Nous, on veut pas être un frein au développement, on veut Non, pas mais être ça un frein va, à la ça va. rémunération. C'est pas. Je ferai pas de parallèle avec d'autres modèles qui rapportent beaucoup Je plus connais. d'argent, sans les citer. Très bien, Jean-Michel. Si tu devais retenir un mot-clé ou un message de notre Non. échange. Ce que tu m'as permis de comprendre, c'est ce que c'était le label Agriéthique, pour lequel je serais un défenseur. Mais je t'ai dit pour une double raison. D'abord parce que sur le fond, c'est vrai. Et ensuite, sur mon cas particulier, je connais le problème des agriculteurs. Donc je sais que c'est vrai. Et comme j'interviens dans beaucoup d'endroits, ben, ça me donnera l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ça me touche directement et j'ai vraiment apprécié notre échange. Et si je peux me permettre, moi, je retiendrai quand même cette histoire du Nutri-Score. Ouais. Je me permettrai d'en reparler avec mes partenaires. Merci Jean-Michel, au plaisir. Mais je t'en prie. Merci Jean-Michel. Donc merci pour cet échange constructif. On a bien vu que Jean-Michel défend la cause des agriculteurs et notamment de la rémunération, parce qu'on voit que la rémunération a aussi un impact sur des enjeux environnementaux, des enjeux de nutrition. Et donc je vous invite à réagir en commentaire et à nous suivre pour les prochains épisodes de cette émission C'est dans l'air. À bientôt.